le deuxième point que je voulais développer, c'est revenir, compte tenu de tout ça, sur pourquoi on soutient la culture. Alors parce que, des premières réponses, c'est parce qu'une symphonie de Mozart, c'est pas la même chose qu'une paire de baskets. Ça, c'était, je crois, la réponse de Milos Forman. Une autre façon de le dire, c'est de dire que la culture est porteuse d'une valeur qui n'est pas uniquement économique, et ce qui explique notamment que le mécénat a toujours existé, parce que des gens y voyaient aussi une valeur symbolique. Tout ça est vrai, tout ça est convaincant, mais il est important d'aller plus loin pour penser vraiment l'action publique. Alors moi, je vais vous proposer 3 raisons principales sur un plan vraiment économique qui justifient une intervention publique, un soutien dans la culture. La première, c'est que les biens culturels ou les biens créatifs plus généralement sont des productions immatérielles. En termes économiques et très, très, très techniques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le coût de production est très très élevé par rapport au coût de reproduction. Et ce qui pose des problèmes d'amortissement de l'investissement initial. Bon, excusez-moi, j'ai un langage un petit peu économiste là. La deuxième raison, c'est que les biens culturels sont des produits de création. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des produits qui fonctionnent sur une économie où l'imprévisibilité et le risque sont extrêmement présents. On ne sait jamais quel sera le succès d'une œuvre, on ne sait jamais le succès commercial ou d'estime artistique. L'échec fait partie intégrante de ces industries-là. C'est-à-dire qu'on produit abondamment, sachant pertinemment que tout ce qu'on produit ne rencontrera pas un succès. Et ça, c'est très très important, parce que il ne faut surtout pas chercher à annihiler l'échec, c'est-à-dire à faire en sorte qu'on ne produise exactement ce dont on a besoin, mais à faire en sorte que les risques puissent être gérés et pris en considération. Alors, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Donc ça veut dire notamment que dans ces industries, la nécessité d'une production abondante est inhérente à ces industries. Une production abondante dont une partie n'aura pas de succès. Et le deuxième point lié à cette notion d'imprévisibilité et de risque, c'est qu'on est dans des secteurs où le temps n'est pas le même que dans le monde économique classique. Les produits culturels, excusez-moi pour le terme, un petit peu innovants, auront besoin de temps pour trouver un public. Et aujourd'hui, les structures économiques qui fonctionnent avec des diffuseurs qui ont des impératifs de rentabilité et qui voient ces œuvres-là en concurrence avec d'autres œuvres beaucoup plus formatées et qui rencontreront beaucoup plus naturellement leur public, ces produits innovants ont besoin de temps pour rencontrer leur public et les structures industrielles ne leur donnent pas ce temps-là. Donc on a la grande difficulté aujourd'hui, c'est que ces caractéristiques inhérentes aux activités de création ne sont pas gérées ou ne sont pas bien gérées par l'économie de la manière dont elle fonctionne. Les structures économiques ne savent pas gérer ce risque parce que, à côté des produits nouveaux, innovants, risqués, etc., on aura toujours des produits beaucoup plus faciles, beaucoup moins risqués et qui rencontreront beaucoup plus facilement une rentabilité. Alors, le troisième point que j'avais prévu de développer, c'est la question du contexte aujourd'hui. Donc je l'ai dit, le contexte est très évolutif. On a d'un côté la mondialisation et de l'autre côté Internet et le numérique, et qui sont porteurs à la fois de risques et d'opportunités. La mondialisation, on en a parlé ce matin, idéalement, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant pour la culture, puisque l'idée de circulation des biens et des personnes fait partie intégrante de la notion d'échange culturel. Donc a priori, la mondialisation ne devrait pas faire peur. Pourtant, là où elle pose problème, c'est qu'elle s'accompagne, ou elle peut s'accompagner d'un formatage des œuvres, des biens, et éventuellement d'un anéantissement des industries. Or, quand je vous disais tout à l'heure que la disponibilité de l'outil de production était importante, les cultures nationales, par exemple, ou locales ou régionales, ont besoin d'un outil de production pour pouvoir s'exprimer. Le deuxième facteur d'évolution, c'est Internet et le numérique. Là encore, d'un côté, Internet et le numérique, c'est la possibilité donnée aux créateurs de tous horizons
de mettre leur création à disposition du monde, mais d'un autre côté, le risque, c'est ce qui est lié au développement de la piraterie ou d'une certaine culture de la gratuité. Alors, compte tenu de ce contexte, il y a un certain nombre de questions qui se posent pour le financement de la culture et de la création. Et moi, je voudrais terminer cette présentation introductive autour de 2 ou 3 points, qui seront des axes de réflexion et qui sont pour moi des axes importants si on veut passer d'une logique de financement aveugle, si je puis dire, à une logique de réfléchir à ce que doivent être les structures porteuses de la créativité. Alors la première question, c'est la question du financement, puisque c'était vraiment le sujet. Privé, public, quel mix? En fait, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. On a des financements privés marchands qui peuvent être liés à des revenus publicitaires, par exemple, et ça se développe beaucoup aujourd'hui sur Internet, donc c'est important de prendre en considération, qui peuvent fonctionner autour de la distribution traditionnelle des biens culturels, c'est-à-dire principalement dans les industries culturelles par des points de vente et sous forme éditoriale, qui peuvent aussi prendre d'autres formes, la commercialisation de produits dérivés, le terme est un peu barbare, mais ça existe aujourd'hui, ou l'émergence d'une économie du concert pour pallier le manque de financement des industries de la commercialisation traditionnelle. Donc, on a des financements privés qui sont le marché, qui sont aussi le mécénat. Ça fonctionne et ça a toujours fonctionné. Après, la question se pose de comment on peut l'encourager. Le bénévolat, ça c'est un business model, excusez-moi l'expression, qui a toujours existé dans la culture aussi et qu'il ne faut surtout pas négliger. Des gens créent aussi parce qu'ils ont envie de créer et sans forcément chercher à rentrer dans une professionnalisation immédiatement. Et je pense que ce serait une erreur de chercher à professionnaliser tous les apprentis créateurs. Et puis des modes de financement public. C'est ceux sur lesquels nous nous focalisons aujourd'hui. Et le point, à mon avis, important derrière tout ça, c'est que cette variété aujourd'hui qui existe et qui est en train de se développer, notamment derrière les industries culturelles et la fin du modèle éditorial dans l'industrie du disque, par exemple, qui est remplacé par d'autres modes de financement variés, cette variété est une chance, car derrière chaque mode de financement, il y a une forme de formatage, c'est-à-dire impact sur le contenu même de ce qui est créé, qui se réalise. Donc chaque mode de financement induit aussi, a une influence sur la façon dont les créations sont réalisées. Le deuxième point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est qu'il y a un enjeu très très fort aujourd'hui dans la question du financement, à ne surtout pas affaiblir les acteurs qui interviennent entre le monde de la création et le public, et qui sont aussi assez peu présents aujourd'hui, à ce qu'il me semble, c'est-à-dire les producteurs, les éditeurs, les diffuseurs, les organisateurs de festivals, qui jouent un rôle prédominant dans le choix, dans la prescription, dans la sélection, dans l'engagement personnel, dans la volonté de défendre une œuvre, un produit culturel. Et chaque financement porte ce danger un petit peu inhérent, de se substituer à cette activité de prescription, de sélection, de choix que ces acteurs-là portent. Et donc c'est un risque qui me semble important d'éviter. Et enfin, dernier point, il me semble important d'identifier dans la question de qu'est-ce qu'on finance plutôt que comment on finance. Monsieur l'ambassadeur ce matin a souligné combien les cahiers du cinéma au Radio Caroline, avaient joué un rôle très très fort dans l'émergence de nouveaux courants. Et ça, je pense que c'est un point essentiel aujourd'hui, c'est que chaque nouveau lieu de diffusion, de promotion, les festivals, on avait un directeur de festival ce matin qui s'exprimait, sont des endroits entre guillemets stratégiques pour créer, générer des nouveaux espaces, des nouveaux appels d'air pour avoir une création innovante et dynamique et renouvelée.